Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut ma gueule, c'est John Michael et j'ai une question pour toi. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un endroit public du genre aéroport ou centre commercial et de vouloir te connecter sur le wifi gratuit? Eh bah laisse-moi te dire que si tu l'as fait, c'était une belle connerie. En te connectant à ce type de réseau public et non sécurisé, tu t'exposes à toutes sortes de risques et notamment le vol de tes données. Et tu sais comment tu pourrais éviter ça? Mais si tu sais, fais un effort merde. NordVPN. Grâce à NordVPN, tu vas pouvoir faire en sorte que toutes tes données privées restent privées. Ouais, parce que des données privées publiques, ça n'a strictement aucun sens. Une fois installé sur ton ordinateur ou ton smartphone, il te suffira d'un simple clic pour masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Et comme ça, tu prendras plus aucun risque inutile. Heureusement que je suis là, hein. Le grand point fort de NordVPN, c'est sa rapidité. Et ouais, NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du monde et de l'univers tout entier, mon con. C'est pas dingue ça? Et grâce à tous ces serveurs répartis de par le monde, tu vas pouvoir dire adieu aux restrictions de tes catalogues de streaming préférés. Tu veux accéder au catalogue Netflix américain, un clic et hop, tu y es ma gueule. Et cerise sur le gâteau, tu peux l'utiliser sur tous tes appareils. Il est compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Et la meilleure nouvelle de la journée, c'est que j'ai une offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans qui te reviendra à seulement 2,54€ par mois, plus 4 mois gratuits. T'as plus aucune raison de pas faire partie des heureux possesseurs de NordVPN, alors fonce! De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler d'un film extraordinaire. Un film qui a marqué mon enfance et façonné mon imaginaire de cinéphile. Un film qui a bouleversé l'histoire du cinéma en montrant au monde à quoi ressemblait un dinosaure. Aujourd'hui, c'est Carnosaur 2. Comment ça Carnosaur 2? Angrier, deadlier, hungrier. Carnosaur 2. Extinction is a thing of the past. Bon du coup, avant de commencer, une petite contextualisation s'impose. Au début des années 90, Universal lance la production de Jurassic Park avec Steven Spielberg à la barre. Un film dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Quand il apprend ça, Roger Corman, célèbre producteur de films de série B voire Z, des productions généralement fauchées et sans grand intérêt, se dit qu'il serait temps de lancer l'adaptation du roman Carnosaur dont il a acquis les droits au milieu des années 80. Opportuniste Corman? Carrément. Et donc, Carnosaur premier du nom sort en mai 93, soit un mois avant Jurassic Park. Bon, naturellement, le résultat fut pas extraordinaire, hein, mais il rapporta quand même quasiment 2 millions de dollars pour un budget de 850 000, un retour sur investissement pas dégueulasse qui poussa donc Corman à lancer la production d'une suite réalisée par Louis Morneau, tournée en 18 jours et sortie en 1995, Carnosaur 2, également connu chez nous sous le nom d'Espèce Mutante. Tout un programme. Et c'est donc le sujet du jour. Allez, lançons le chef-d'œuvre. Ça va démarrer, hein. D'un moment à l'autre. Du coup, suite à ce générique plein d'entrain, pardon, le film démarre enfin au sein de la mine d'uranium de Yucca Mountain où après qu'un personnage anonyme se soit apparemment fait dévorer par le caméraman... Ça vous apprendra à pas nourrir l'équipe technique. Bref, suite à cette intro terrifiante qui donnerait des cauchemars aux plus couillus des chefs de clan viking, on fait donc la connaissance de Jesse, sorte de sous John Connor de son état, qui, tel son modèle, s'amuse à jouer les pirates informatiques en déverrouillant l'accès à des zones interdites de la centrale pour y trouver des bâtons de dynamite prêts à l'emploi. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, espèce de gros taré? Pendant ce temps, Jean-José, l'oncle de Jesse, un ingénieur de la centrale, constate qu'un énorme court-circuit a eu lieu dans les niveaux inférieurs et demande l'envoi d'une équipe pour venir réparer ce bordel. Fort heureusement, il débarque ensuite à temps pour mettre fin au délire explosif des adolescents. On voulait juste s'amuser un peu. Avec de la dynamite donc. Petit con. Il remonte ensuite à la surface et Jesse en profite pour aller saluer un super pote à lui, Jean-Maurice, le conducteur de Tractopelle. Un pur badass. JM c'est une légende, un vrai casse-cou, un téméraire. Pour JM, la vie est une aventure à vivre à fond, sur un Tractopelle. Tu veux le conduire? J'oserais pas JM, c'est ton bébé. Comme Jean-Maurice est un mec bien, il prend ensuite le temps d'expliquer à Jesse comment ouvrir les portes de la fosse à distance, en précisant bien qu'elle fait 50 mètres de profondeur. Imagine la chute. Bah ouais, on sait jamais, ça pourrait être utile à la fin du film. Puis direction la cafétéria pour Jesse et son tonton, où ce dernier a une façon bien à lui de commander un café. Je vais prendre un de ces machins. Un café, mec. Café. Et c'est même pas de la mauvaise foi, hein. 30 secondes plus tard, qu'est-ce qu'on lui sert? Un café. Mais bon, tout ça n'a que peu d'importance, car Jean-Marcel, le mec qui prépare les meilleurs machins de Yucca Mountain, a entendu des bruits à l'extérieur. Persuadé qu'il a affaire à une bande de coyotes, il se munit de son arme favorite, un balai donc, et sort pour en découdre. J'ai un joli cadeau pour vous, mes amis.
Franchement, vu ta voix, ta meilleure chance de les faire fuir, c'est de leur chanter une chanson, mec. Sauf que Jean-Marcel, apparemment, il a que de la gueule. Et du coup, il repart la queue entre les jambes, non sans balancer une dernière menace, histoire d'assouvir une certaine pulsion virile, sans doute. La prochaine fois, je vous flingue tous. Oui, flingue-les à grands coups de balai, t'as raison. Sauf qu'en fait, C'était pas des coyotes. et face à cette chose, Jean-Marcel se retrouve littéralement tétanisé par la peur, parce que ça fait le malin face aux coyotes, mais face à un caméraman cannibale, ça la ramène moins, hein. Du coup, ce qui devait arriver arriva, et c'est un véritable massacre qui s'opère au sein de la cafétéria avec un putain de dinosaure chaud comme la braise qui déclenche une bagarre générale. Allez, rigole pas le dino, il est là pour péter des tronches. Le lendemain matin, on fait connaissance avec les personnages qui vont faire office de... héros du film. Notamment Jack Reed, incarné par John Savage, un personnage qui respire positivité et joie de vivre. Ça va mec? Pas trop mal. Ah ouais, t'es le genre de mec qui met l'ambiance, quoi. Ça va mec? On fait aller, coup-ci coup-ça, ça va pas fort, pas folichon. Il y a aussi Monk, l'intellectuel, incarné par un acteur complètement en roue libre qui balance des répliques improbables. Comme une bande de collégiens qui se tripotent ensemble pendant la récréation. Mo, l'expert en informatique, Sarah, dont j'arrive pas franchement à définir l'intérêt, et leur chef, Nick Fury, qui vient leur faire un briefing en compagnie de McQuaid, un représentant du ministère de la Défense. Alors en gros, l'équipe va devoir se rendre au sein de Yucca Mountain, qui n'a pas donné signe de vie depuis la nuit précédente. Le but, réparer ce qui ne fonctionne plus et rétablir les communications. Oui, parce que les héros ne sont ni des soldats ni une quelconque équipe de badass, ce sont des électriciens. Après que l'ambiance ait commencé à être légèrement tendax entre Monk et McQuaid, le premier ayant pas franchement envie de bosser et le deuxième ayant très envie de montrer à tout le monde qui est le patron, l'équipe se met en route et arrive sur place. Regardez-moi ces électriciens de l'extrême, putain. Ça se voit qu'ils sont pas là pour déconner. Eh, ils ont même le petit éclair sur leur hélico. Ah, cette badassitude. En arrivant sur les lieux, notre équipe de Warriors constate avec surprise l'absence totale de comité d'accueil et part donc en exploration. Histoire de tirer du lit tous ces branleurs, sans doute. Première pièce à être passée au peigne fin, la machin Teria, où il constate qu'il s'est probablement passé des choses pas super top délire étant donné le bordel environnant et les taches de sang un peu partout. Là, il tombe sur Jesse, seul survivant du massacre et en état de choc. Et c'est le seul survivant, mais on se demande comment d'ailleurs, parce que c'est clairement pas le meilleur à cache-cache. Mais du coup, attendez 2 secondes. Perte de contact avec un lieu isolé, des monstres présents sur le lieu en question, le seul survivant est un gamin en état de choc. C'est Aliens en fait. Vous avez pompé Aliens de Cameron. Non mais attendez, ils ont poussé le vice jusqu'à refiler à McQuaid le costume de Carter Burke. Des génies. C'est alors que, sans crier gare, Nick Fury nous fait une superbe démonstration de son incroyable sens de la déduction. Vous savez, on dirait qu'on a autre chose sur les bras qu'une simple erreur de système. Et qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? La machin Teria complètement ravagée? Le sang par terre? Le gamin en état de choc? La salle de contrôle en bordel? L'absence de la moindre âme qui vive? Ça me paraît un peu léger, Nick Fury, alors on arrête les conclusions hâtives et on se remet au boulot. Merci. Jesse est ensuite emmené à l'infirmerie pour y être pris en charge avec la délicatesse qui s'impose. Oh, petit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Petit! Bon, tant qu'il n'y a pas agression physique, ça passe, hein. Mais au final, ils arrivent pas à en tirer grand chose, le gamin étant vraiment pas en forme. Peut-être qu'en lui faisant sentir un bâton de dynamite, ça le requinquerait, je sais pas. L'équipe se remet donc au travail, et Mo parvient à débloquer 2-3 trucs en appuyant aléatoirement sur les touches de son clavier. Sauf que patatras, il se rend compte que 2 niveaux du site sont classés secrets. C'est bizarre, se pourrait-il que McQuaid nous cache des choses? Je vous ai à l'œil, toi et ton costume de traître. Pendant ce temps, Reed décide d'aller au chevet du pauvre Jesse traumatisé, histoire de lui remonter le moral sans doute, lui redonner un petit coup de peps. Alors c'est très gentil, Jack, je ne remets pas en question l'initiative, mais je ne pense pas que tu sois la personne la plus à même pour faire ce genre de choses, vois-tu? Moi, c'est Jack. Bonjour, Jack. Je suis fan des Dodgers. Ah, quelque chose de positif, un point commun, c'est bien. Y a pas que moi, mon fils aussi était fan. Mon Dieu, ayez pitié! Ah bah voilà, t'as l'air malin maintenant avec tes conneries. Cerise sur le gâteau, Jesse est pris d'une violente crise de flashback. Reed n'a alors d'autre choix que de le laisser pour aller explorer les niveaux inférieurs et le laisse en compagnie de la pilote. Elle va bien s'occuper de toi. Oh bah tant qu'elle parle pas de ses enfants morts, ça devrait aller, hein. Et alors qu'elle décide d'emmener Jesse dans la salle de contrôle, les autres personnages désobéissent à McQuaid et se rendent dans les niveaux interdits aux civils. Une fois arrivé sur place, Reed se lance dans une puissante démonstration d'éloquence et d'observation. Bon Dieu, c'est quoi ce truc? Et tous ces machins là? Mais est-ce qu'on parle des mêmes machins que tout à l'heure du coup? C'est ça qui est au niveau inférieur en fait? La réserve de café? Eh bah non, car un grognement retentit et Nick Fury se fait embarquer par une putain de main en caoutchouc. Viens là toi. Le pauvre homme se fera ensuite traîner sur plusieurs mètres, et putain c'est quand même sacrément ridicule, jusqu'à disparaître là-dedans. J'ai du mal à visualiser comment le dino est passé par là, mais d'accord. Et là du coup, panique générale. Allez, en avant! En avant! Montez par l'escalier! Prenez l'escalier! Continuez d'avancer! Ça va, tu vas pas lui dire comment marcher non plus. Lève le pied, avance la jambe, repose-le, fais pareil avec l'autre, recommence. Pendant ce temps, du côté de la salle de contrôle, Jesse reprend du poil de la bête et s'enfuit pour aider les autres. Et c'est alors que Mo rencontre son destin. Un destin en caoutchouc donc. Pas top prestige. Après avoir tenté de triompher du Raptor en utilisant la fameuse technique dite de la bagarre, Mo se fait embarquer par le dino au sein d'un conduit, et le dino il est quand même sacrément fort en escalade, hein. Du côté des autres personnages, l'intensité est à son comble. Vous arrêtez pas! Allez! Avancez! Arrête tes lourds.
Pendant ce temps, la pilote, témoin de l'attaque de Mo, s'attelle donc à démarrer l'hélicoptère pour une évacuation d'urgence. Sauf que l'un des Raptors ayant déjà vu Aliens, il avait anticipé tout ça. Résultat, attaque, sang, mort, réplique débile. Regardez, elle doit se faire attaquer. Et crash spectaculaire. Spectaculairement mal monté, pardon. Mal filmé aussi, bref, c'est de la merde. Alors du coup, pour résumer, les survivants n'ont plus moyen de quitter les lieux, ni d'appeler les secours. Perdus au milieu du désert, avec des chances de survie en extérieur inexistantes, les survivants éprouvaient n'ont d'autre choix que de retourner dans le centre, où les attendent bien évidemment moult dinosaures assoiffés de sang. De retour au sein de la salle de contrôle, la tension est palpable, car il semble évident que McQuaid leur cache des choses. Reed s'emploie donc à le faire parler, mais attention, McQuaid n'est pas le genre de gars qui livre ses secrets si facilement. Ok, écoutez. Je vous dis tout. Écoutez-moi. Ah bah si, en fait. McQuaid passe donc à table et révèle que les créatures qui ont tué Nick Fury, Mo et la pilote sont des dinosaures issus d'expérimentations génétiques dont les œufs ont été cachés au sein de la centrale. Nos personnages doivent donc élaborer un plan pour survivre, remettre le système en marche, contacter l'extérieur, quitter la zone et tuer les dinosaures. Pas de problème. Jesse, qui semble désormais complètement opérationnel, décide alors de mettre à profit ses talents de pirate informatique pour aider à remettre le système en marche. Hé, attends! Waouh, quel enthousiasme! Ça fait plaisir de voir que ça va mieux. Il y a un entrepôt ici. Il contient des tonnes de dynamite. Putain, il y a 15 minutes, le mec il était pire qu'en PLS et maintenant ça y est, les pulsions explosives sont revenues. On pourrait faire sauter ces bêtes. T'es flippant, mec. Mais les autres sont grave chauds pour tenter le coup, et Reed et Monk décident de foncer dans l'entrepôt pour y récupérer les dynamites, ce malgré l'interdiction de McQuaid qui est vraiment un putain de rabat-joie. Non mais merde, tu peux pas nous laisser tout faire péter tranquille? C'est quoi ton problème? On peut jamais s'amuser. Monk et Reed parviennent à destination sans encombre, mais McQuaid décide d'agir et d'enfermer les deux personnages qui resteront probablement bloqués des heures avant que quelqu'un ne vienne les sauver. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'es resté bloqué même pas 2 minutes, gros. Reed et Monk s'attellent ensuite à placer des explosifs pour piéger les couloirs, mais McQuaid débarque une nouvelle fois pour foutre sa merde. Et alors qu'il tente de s'en prendre à Reed, Monk débarque pour lui sauver la mise, juste avant de se faire attaquer par un raptor. Mais plus de peur que de mal heureusement, je dirais même plus de rigolade qu'autre chose vu la gueule du raptor, mais bref, les héros s'en sortent et retournent à l'abri, où McQuaid va de nouveau devoir passer à table. Et c'est alors que la terrible vérité éclate, car non, Yucca Mountain n'est pas qu'une banale mine d'uranium dans laquelle on stocke des dinosaures. C'est aussi un entrepôt où l'État stocke ses ogives nucléaires. Le problème étant qu'il y a apparemment une fuite dans les niveaux inférieurs, ce qui signifie qu'une explosion atomique va se produire dans les prochaines heures. C'est Jesse qui doit être content, il va avoir une belle explosion. Du coup, pour résumer, un désert à 40 km à la ronde, aucun moyen de contacter une équipe de secours, des dinosaures qui ont la dalle et une explosion nucléaire qui se profile. Et vous, votre journée? Les personnages décident alors de piéger tous les couloirs sauf ceux des niveaux inférieurs parce que bon, McQuaid disait pas que des conneries, pendant que Jesse cherche un moyen de contacter l'extérieur. Puis Reed le rejoint pour une nouvelle conversation de l'ambiance où il se livre et lui raconte qu'il a perdu son fils dans un incendie. L'émotion est à son comble quand soudain... Hé, j'ai dû dénicher un truc. Le manque de respect. Le mec est en plein moment confession intime et l'autre en a strictement rien à foutre. Magique. Jesse parvient donc à activer le système de secours histoire qu'une équipe d'évacuation rapplique pour sauver leur miche. Sauf que suite à cette bonne nouvelle, c'est la panique. Les dinosaures, qui semblent vachement vifs, c'est impressionnant, sont en train de déjouer leur piège et approchent dangereusement de la salle de contrôle. Il faut donc évacuer au plus vite. Dans l'ascenseur, les personnages se font malheureusement surprendre par un dino caché sur la cabine et c'est ainsi que ciao ciao Sarah. Sauf qu'elle a de la ressource, la Sarah. Et là, c'est son moment, son occasion de briller. Elle va vous montrer de quel bois elle chauffe. Elle lui donne son bras pour faire diversion. Elle a plus d'un tour dans son sac. Elle lui donne ses entrailles pour faire diversion. Elle a plus d'un tour dans son sac. Non bon, c'est mort, elle aura servi à rien de A à Z en fait. Le groupe s'enfuit à travers les couloirs, mais le problème c'est qu'il faut non seulement éviter les dinos, mais aussi leur propre piège. Et du coup, comme c'est un bordel pas possible, Monk est pris dans une explosion et se prend pas mal de débris dans la gueule. Ce dernier étant désormais incapable de marcher, McQuaid décide de rester avec lui et Sam, Reed et Jesse de rejoindre la surface. Et c'est la seule fois du film où ils obéissent à un de ses ordres. Sauf que Monk et McQuaid se retrouvent rapidement cernés par les raptors. Et c'est alors qu'on nous fait le coup du sacrifice commun des deux personnages qui peuvent pas se blairer depuis le début du film. Comme dans Aliens. Malheureusement, la puissance de l'explosion fait chuter Reed, qui se raccroche à un rebord, mais est désormais à deux doigts de tomber dans le vide. Et le fait que Jesse l'aide et qu'il ait une bonne prise sur le rebord n'y change rien, Reed finit par choir. Non mais là c'est une pulsion suicidaire, c'est pas possible. Ça se voyait qu'il avait pas la forme de toute façon. Mais fort heureusement, un matelas amortit sa chute. C'est ce qui s'appelle bien tomber. Jesse se dépêche donc de quitter les lieux dans l'espoir que l'équipe de secours l'aide à sauver son ami. Et autant vous dire que la tension est palpable. Ah, cette course contre la montre. J'en tremble. Je suis à deux doigts de la tachycardie. Ou de la narcolepsie. Mais Jesse finit par arriver à la surface, où on a droit à un échange assez extraordinaire entre lui et un type de l'équipe de secours qui a l'air complètement largué. Ils sont morts, ils sont tous morts. Quoi? Les dinosaures. Quoi? Bon, pour sa défense, Jesse a pas fait énormément d'efforts non plus, hein.
Face à l'incompétence de l'équipe de secours, Jesse décide de tenter le tout pour le tout et de retourner lui-même chercher son ami dépressif, ce avant que le centre n'explose. Comme dans Aliens. En moins badass. Par contre, attendez 2 secondes. Les niveaux inférieurs, ils sont pas censés être irradiés? Je réfléchis un peu trop, pardon. Suite à un petit caméo des rails du travelling, Jesse finit par retrouver Reed, qui semble malheureusement s'être cassé les côtes. Oh mon dieu, j'ai les côtes cassées. Fort heureusement, il pourra compter sur son ami Jesse pour l'aider à marcher sur les 2 premiers mètres. Histoire de lui donner une petite poussée, sans doute. Non mais t'as raison, l'aide surtout pas à descendre les escaliers. Sérieux, c'est limite s'il lui sortirait pas un petit bon tu bouges ton cul, on n'a pas toute la journée, hein. Et c'est alors que la pire des choses finit par se produire. Un T-Rex apparaît. Jesse aide donc Reed à s'enfuir car ce dernier n'aura certainement aucune chance de s'en sortir sans aide. Ah non, en fait pas du tout. Dépêche-toi. Petit con. Par chance, et aussi parce que le T-Rex est pas franchement réactif, il a dû fumer quelque chose, nos 2 personnages parviennent à atteindre l'élévateur et rejoignent la surface où l'équipe de secours était sur le point de se barrer. Merci pour rien les mecs, vous êtes au top. Reed et Jesse sont maintenant hors de danger, et alors qu'ils sont finalement pris en charge et sur le point de quitter les lieux, Jesse se rend compte qu'il a oublié le détonateur dans l'ascenseur. Détonateur qui n'a de toute façon aucun intérêt car le site va exploser quoi qu'il arrive, mais bref, passons. Ça doit être lié à son obsession pour les explosifs. C'est moi qui déclenche le badaboom. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas encore sortis d'affaire, car le T-Rex choisit ce moment pour débarquer. Ouais, il a dû passer par les escaliers. Après avoir dévoré une figurine Action Man, le dino se met en tête d'attaquer Jesse, mais ce dernier décide d'agir. Et autant vous dire que le T-Rex est mal tombé, car il va devoir faire face au fucking tractopelle, ma gueule. S'ensuit un combat épique. C'est faux. S'ensuit un combat. C'est pas complètement vrai, mais soit. Entre un T-Rex tellement raide qu'on dirait qu'il a un putain de poteau de 5 mètres enfoncé dans le derche et un tractopelle quoi. Pas le véhicule le plus excitant à regarder, vous en conviendrez. Du coup le combat est pas forcément des plus enthousiasmants à suivre, même si bon, des fois le T-Rex il tente des trucs, telle une petite fouine, comme la fois il chope des tubes en métal et les jette sur le tractopelle, ce qui résulte en un choc absolument dévastateur. Et puis soudain, Jesse repense à Jean-Maurice. Imagine la chute. Et tel Luke Skywalker écoutant les sages conseils de son maître Obi-Wan, Jesse ouvre les portes de la fosse avec un levier qui n'est pas du tout le même que celui du début du film, mais bon, on s'arrête pas à ces choses-là, fonce sur le T-Rex à au moins 5 bons km/h et fait chuter la bête dans le vide. Et alors que l'équipe de secours est de nouveau sur le point d'abandonner Jesse, encore merci les gars, vous êtes les meilleurs, il revient tel un héros avec son engin de la mort et part avec eux. Merci Jean-Maurice, sans toi, tout ça n'aurait pas été possible. Mais du coup, il faut vite se barrer, car le compte à rebours arrive à son terme et tout est sur le point d'exploser. Putain, vous commencez à m'emmerder avec votre détonateur, hein. Allez, il est content, il a réussi à tout faire exploser, il va bien dormir cette nuit. Comme quoi dans la vie, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par l'obtenir. L'explosion nucléaire finit donc par se produire à proximité de leur hélico. C'est terminé, on rentre. Ah oui, là c'est clair que c'est terminé. Je veux pas péter l'ambiance, mais vous êtes irradiés les gars. Vous allez tous crever dans quelques semaines. Tout va bien maintenant. Tout est terminé. Ah oui, la bonne nouvelle par contre, c'est que le film est terminé. Parce que c'était pas foufou. Un certain Chris Gore de Film Threat Magazine a déclaré à l'époque que Carnosaur 2 est ce que Jurassic Park aurait dû être. Mais je pense que le mec avait perdu un pari. Ou alors on a dû couper sa phrase avant la fin qui aurait donné un truc du genre Carnosaur 2 est ce que Jurassic Park aurait dû être s'il avait été confié à une bande de gros nulos. Pour résumer, le scénar a pioché toutes ses idées ailleurs, les personnages sont sans intérêt, les dinosaures sont pas crédibles une minute, le montage fait amateur, la mise en scène est inexistante, et puis c'est mou, mais c'est mou. On se fait vraiment chier, et pourtant le film est pas bien long, hein, 1h20 sans compter le générique, mais je vous jure que ça paraît juste interminable. Mais le plus drôle, c'est que ça a suffisamment bien marché pour pousser Corman à en produire un autre, dont je parlerai peut-être un jour si j'ai envie de me faire du mal. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode 2, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!